La ligne droite avec Joël Gana. Bonjour Joël Gana. Bonjour Richard, comment allez-vous? À merveille. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, puisque vous avez de multiples casquettes? Voilà, Richard, ne faites pas semblant, vous savez bien que c'est vous qui m'avez donné l'idée de cette chronique ce matin. Et en effet, j'ai de multiples casquettes et vous aviez suggéré que je parle de la vie d'un petit chef d'entreprise. Ah, parce que ça me paraissait important que les gens se rendent compte que quand on parle du poids de l'État, de la difficulté de la chose, voilà, effectivement, quand on est un petit entrepreneur, c'est un chemin de croix. Et en même temps, ce que je trouve fascinant chez vous, c'est que avec de la volonté, de la ténacité et beaucoup d'audace, on réussit quand même à monter des entreprises. Bien sûr, vous savez qu'à l'issue de tout chemin de croix, il y a la résurrection. Donc, il ne faut pas perdre espoir, chers auditeurs, si vous êtes en train de monter une entreprise et que vous rencontrez moult difficultés. C'est normal. Et donc, je voulais vous parler aujourd'hui du quotidien d'un petit entrepreneur. Vous le savez peut-être, j'ai commencé ma vie professionnelle au Maroc. Et je peux vous dire que bien souvent, le bled me manque, tant la France est un enfer administratif et fiscal. Alors aujourd'hui, je suis traiteur en France depuis quelques années. Et je fais partie de ces dizaines de milliers de Français qui ont l'impression d'être des vaches à lait, voire des délinquants, obligés de payer un comptable, entre autres, pour échapper de manière légale aux mille et une choses-trappes que l'État met sur notre chemin. Je vais vous donner un exemple parmi 100. J'ai déjeuné hier avec un ami qui a une cinquantaine d'années, qui a bien réussi professionnellement. Il y a un mois, son comptable l'a appelé un petit peu paniqué pour lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Il avait perçu trop d'indemnités kilométriques avec sa voiture, un gros break Mercedes avec beaucoup de chevaux fiscaux, et devait donc verser la modique somme de 18 600 € à l'État, sauf à déclarer une voiture avec moins de chevaux fiscaux pour ses trajets professionnels. Pour nos auditeurs qui ne comprendraient pas, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une voiture qui vous appartient à vous, qui n'appartient pas à l'entreprise, vous pouvez être dédommagé de vos trajets professionnels en indemnité kilométrique. C'est donc un barème qui fixe le nombre d'euros que vous touchez au kilomètre que vous effectuez pour votre entreprise avec votre voiture privée. Le souci, c'est que selon la voiture que vous allez avoir, eh bien, ces indemnités kilométriques sont limitées et cela peut vous amener à devoir reverser de l'argent à l'État. Donc, mon ami Stéphane, hier, je l'ai vu débarquer, ce gros mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, 1,90 m pour 110 kilos. Je l'ai vu débarquer dans une petite Fiat de jeune fille. Et je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu aurais changé de sexe? Et il m'a dit, c'est tout comme, on me les a coupés. Et il m'a expliqué donc cette petite anecdote qui a failli le pousser à payer 18 600 €, ce qui fait qu'il a changé de voiture, il a déclaré ses indemnités kilométriques avec une voiture beaucoup plus petite, et donc il est arrivé dans cette petite Fiat de jeune fille. C'est un exemple parmi mille pour vous montrer à quel point, quand vous êtes chef d'entreprise en France, vous devez magouiller ou en tout cas vous arranger sans cesse pour Enfin, tenter on ne doit pas d'échapper. magouiller, c'est-à-dire on est obligé de jouer au plus près de ce que l'État permet pour faire en sorte que les impôts soient diminués. Parce que voilà, quand on n'est pas total avec une armée de gens pour optimiser fiscalement la chose, on est juste un citoyen avec son clavier face aux impôts. Et si j'utilise le terme magouiller, c'est que c'est l'impression qu'on a parfois et que quand vous avez un contrôle fiscal, c'est la manière dont on vous traite. On vous traite comme un magouilleur. Or, nous sommes juste des gens qui essayons d'échapper à la rapacité de l'État. Je vais vous donner un autre exemple. Un patron de SAS, donc d'une petite société action simplifiée, les petites boîtes classiques, lorsqu'il se verse 2 000 € de salaire, il doit payer 1 500 € de charges à l'État, et ceci avant l'impôt sur le revenu et avant plein d'autres taxes, notamment l'impôt sur la société, qui taxe votre société à 10% de ses bénéfices, notamment avant les taxes que vous allez percevoir sur les dividendes. Si jamais votre entreprise a la chance de faire beaucoup de bénéfices et que vous voulez vous reverser ces bénéfices en fin d'année, ceci va encore vous coûter 30% supplémentaires, et ceci encore avant l'impôt sur le revenu. Donc en fait, pour vous donner une petite idée, quelqu'un qui est chef d'entreprise en France ne va toucher que 20 ou 30% du bénéfice qu'il va créer avec cette entreprise, sachant que ce bénéfice n'a absolument rien d'illégitime et que c'est grâce à ce bénéfice qu'on va pouvoir avoir des salariés et faire travailler des dizaines et des dizaines de personnes parfois, puisqu'au-delà de nos salariés à nous, moi je suis dans le domaine de la restauration, eh bien je fais travailler aussi des producteurs, des magasins, des artisans qui vont fabriquer nos outils, etc., etc.
Mais être chef d'entreprise en France, c'est passer autant de temps à étudier des textes de loi qu'à entreprendre vraiment. Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez d'ailleurs me répondre, vous qui êtes féru d'histoire, est-ce que vous savez depuis quand nous savons faire des conserves, cher Richard? Alors, si je ne m'abuse, c'est depuis le 18e, mais voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est depuis 1795, lorsque Nicolas Appert a découvert le procédé de conservation des aliments par la chaleur dans les récipients hermétiques. Et durant des décennies, toutes les familles à la campagne ont conservé elles-mêmes leurs aliments. Moi-même, il m'arrive de le faire à titre privé. Je pense que ça vous est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à des dizaines de nos auditeurs, J'ai c'est un certain. stérilisateur. Voilà. Eh bien, il s'avère que comme traiteur, j'ai moins de travail l'hiver, forcément, moins de travail en hiver qu'en été, mais qu'il faut tout de même payer les salaires en hiver et les charges. Et que, ayant eu la chance de pouvoir embaucher, il a fallu que je me creuse la tête un petit peu pour savoir ce que je pouvais faire pour continuer à donner du travail à mes employés. J'ai donc étudié l'idée de faire des conserves pour les vendre sur les marchés. Eh bien, pour avoir un local aux normes, il faut compter à peu près 1 200 € du mètre carré pour aménager une pièce de 15 mètres carrés pour faire des conserves. Vous voyez, les conserves, cher Richard, que vous faites dans votre cuisine avec un simple stérilisateur, si vous voulez demain les commercialiser, ça vous demande des travaux énormes, sans compter l'achat du matériel. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là, évidemment. Les normes d'étiquetage sont un véritable casse-tête. J'ai des amis qui sont charcutiers, qui avaient fait des conserves et qui les vendaient. Ils n'ont jamais eu aucune plainte, personne n'est jamais tombé malade. Eh bien, ils ont dû rappeler tous leurs produits. Il y a eu une petite note sur le site du ministère de l'Agriculture, je crois, ou je ne sais plus quel ministère chargé de ça, parce qu'à la suite d'un contrôle hygiène et vétérinaire, il s'est avéré que les étiquettes n'étaient pas aux normes. Et donc, ils ont dû rappeler tous leurs produits et perdre tout leur stock. Ils n'ont pas eu le droit de vendre leur stock. C'était des dizaines et des dizaines et des dizaines de pots, enfin des centaines de pots, des milliers de pots, de rillettes et de choses excellentes par ailleurs. Et donc, pour un petit défaut d'étiquetage, eh bien, c'est de la nourriture qui a été jetée à la poubelle et ce sont surtout des dizaines de milliers d'euros de perdus. Voilà le type de soucis qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. On pourrait en parler longtemps. Moi, je vous ai donné des petits exemples concrets. Mais le problème pour les entrepreneurs français, c'est que, outre les législations qui sont faites à Bruxelles et à Paris par des gens qui, pour la plupart, ne connaissent rien à nos métiers, euh, eh bien, il y a cette persuasion, cette conviction de la société française que nous avons le meilleur système social du monde et qu'il faut le préserver à tout prix. Or, ceci passera par toujours plus d'impôts, parce que tous nos politiciens, tout le monde pense qu'on peut conserver et qu'on doit conserver ce système social dans lequel l'État joue le rôle du père et de la mère de famille. Or, ce système n'a cessé de se complexifier depuis les années 70, tandis que notre démographie, elle, n'a pas cessé de chuter. Dans ces conditions, il est illusoire de croire qu'on pourra conserver ce système sans passer par toujours plus de taxes et d'impôts. Et d'ailleurs, chaque présidence, chaque gouvernement nous en donne l'exemple, c'est toujours plus de taxes et toujours plus d'impôts, donc toujours plus d'entreprises étouffées. Or, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, personne d'autre. Et sans ces emplois, le système social ne peut pas tenir. C'est donc un serpent qui se mord la queue. Et je crois que sans une véritable politique familiale et une politique de libération de notre économie et d'abord de nos petites entreprises, le maintien de notre système social est non seulement une illusion, mais une chimère démagogique qu'on nous vend à la télé à tort et dont on va payer le prix de tous ces mensonges de toute façon un moment ou un autre. Et quelque chose m'avait intéressé il y a plusieurs années, c'est la manière dont, par exemple, des salariés eux-mêmes, conscients, si j'ose dire, des difficultés patronales qui empêchent de donner un salaire décent à cause de toutes les charges que prend l'État, avaient décidé de devenir travailleurs indépendants et donc se louer leurs services à des restaurateurs notamment, non pas en tant que salarié, avec ce que ça signifie comme charge, mais en tant que travailleur indépendant, et donc avec des charges moindres et avec un revenu meilleur pour le salarié, non pas le salarié, mais pour le travailleur indépendant en bout de course, et évidemment des charges inférieures pour le patronat. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on est capable de réinventer à l'intérieur des règles telles qu'elles existent autre chose que le salariat pour aboutir à une meilleure répartition des richesses, c'est-à-dire moins à l'État, plus aux Français?
Alors peut-être, si ce n'est que dans ce cas typique, moi si demain mes salariés passaient en auto-entreprise et donc me faisaient des factures à chaque fin de mois, ils pourraient m'attaquer après pour salariat déguisé ou être poursuivis eux-mêmes d'ailleurs pour salariat déguisé parce qu'ils ne factureraient qu'à un seul client, moi-même, et donc on pourrait considérer qu'il y a un rapport de hiérarchie, qu'il y aurait évidemment, parce qu'il faudrait quand même que je tienne des plannings, que je donne des consignes, etc. Alors, bien sûr qu'il faut réinventer le rapport qu'on a au salariat. Bien sûr que je pense que pour que la France redevienne la France et que les gens soient heureux, il faut qu'on ait à nouveau une armée de petits commerçants et de petits indépendants, parce que je crois que ça correspond beaucoup mieux à notre nature humaine que le salariat de masse. Mais pour cela, en fait, je crois qu'il suffirait juste de baisser les charges massivement, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. On dit souvent que les Français ne veulent plus travailler. Je crois que c'est inexact. Moi, par exemple, j'ai plusieurs amis d'ailleurs qui sont vignerons ou agriculteurs, qui au moment des saisons, des vendanges, du ramassage des pommes, cherchent désespérément des employés, mais ils n'en trouvent pas parce qu'ils proposent des salaires trop bas. Et franchement, concernant les gens dont je parle, que je connais bien, ce n'est pas parce que eux sont trop voraces ou ont trop d'appétit financier, c'est véritablement parce que sinon ils ne font pas leur marge. Et donc, ils se retrouvent obligés d'employer des sociétés bulgares ou des Marocains ou bref, des gens qui travaillent pour des faibles salaires. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de charges. Or, en réalité, il y aurait des gens qui seraient prêts à faire ces boulots de saisonniers. Il y en aurait plus qu'il n'y en a déjà, si seulement, eh bien, c'était mieux rémunéré. Et pour cela, sans doute faudrait-il proposer pour certains salaires, j'en sais rien, par exemple, plutôt que de payer quelqu'un au SMIC 1 400 € pour ramasser les pommes, que l'État propose que si ce travail-là est rémunéré à 1 800 € plutôt que 1 400, eh bien, on baisse les charges. Voilà une solution qui pourrait être mise en place pour permettre aux gens d'embaucher. Merci beaucoup, Jean-Hugues Gana, de nous avoir fait part de cette expérience, de ces difficultés, et bravo pour votre maîtrise, malgré tout, de toutes les choses trappes possibles et imaginables. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Avec grand plaisir, à bientôt.